Bonjour Alain Mabanckou. Bonjour. Le prix Renaudot il y a quelques années avec les mémoires d'un porc épic, mais pas le prix Goncourt qui est décerné aujourd'hui, Alain. Ça rend jaloux un peu là ou pas du tout Non, vous savez, dans la littérature, j'ai eu ce que Dieu a voulu que j'ai, et puis le prix Renaudot, c'est pas donné à tout le monde non plus. Non plus, parce que les Céline l'ont eu, les Clésio l'ont eu, donc c'est le deuxième plus grand prix dans la littérature française. Mais quand même, ça fait plaisir, un prix littéraire, ça change la vie. Largement. Moi, je suis toujours content pour les collègues quand ils les ont. Bougar Sarr, cette fois-ci maintenant, Andrea aussi l'a eu, Brigitte Giraud, etc. Marine Diaye, Leila Slimani. Bien sûr, ce sont des têtes de file aujourd'hui de la littérature francophone. Oui, et une forme de diversité, parce qu'on a entendu des noms comme ça, qui nous venaient aussi des voix qui venaient d'Afrique. Ça nous fait parler de notre France noire de A à Z que vous publiez, Alain, chez Fayard. C'était incroyable. C'est quoi? C'est une sorte de dictionnaire. Alors, c'est pas un dictionnaire amoureux, parce qu'il n'y a pas toujours à l'intérieur des choses de lesquelles on a envie d'être amoureux, mais c'est quand même particulier, cette France noire. Moi, j'ai toujours eu le sentiment qu'il nous fallait aller vers la connaissance pour atteindre la tolérance. Donc, ce livre que nous avons concocté, Abdourahmane Ouaberi, Pascal Blanchard et moi, va dans le sens de la relecture de notre histoire, de la France et ses rapports avec le continent africain, ou même en général le monde noir. C'est pour ça que c'est une sorte d'odyssée, une sorte de traversée de ce que les cultures noires sont en train de faire aujourd'hui pour la France. Et la France, parfois, n'est pas au courant qu'il s'agit de sa propre histoire qui s'est faite au présent. Oui, d'ailleurs, vous dites dans l'intro, Alain, nous refusons de percevoir cette France-là, mais elle existe parfois. Et alors, vous dites, on n'est pas ni ultranationaliste, ni adepte de l'identité. On fait partie de ce pays qu'est la France et qu'on aime. Je pense que nous avons, nous autres, venant des pays francophones, une culture qui a croisé la culture venue d'ailleurs. Et donc, de ce fait, il se crée aujourd'hui une sorte de réunion familiale que beaucoup refusent à reconnaître. Et donc, la France noire que nous traitons ici est une sorte de rendez-vous. Voilà, on va vous dire, par exemple, est-ce que vous savez qu'il y avait eu le premier maire noir ici au 19e siècle à Paris et qu'il s'appelait Severiano de Heredia? Est-ce que vous savez qu'il y avait eu une Miss France en 1993, la première noire qui s'appelait Véronique de la Cruz? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le joueur de basket le plus populaire dans le monde, ça devient le tout jeune Français Victor Wembanyama, qui est en train de pulvériser les attentes au niveau des États-Unis. Tout ça, c'est le génie de cette France noire. Je ne parle même pas des autres, les Tony Parker, les Thuram, les Aimé Césaire, etc. Et même dans ce sens-là aussi, ce qui est important, ce qui se faisait dans le quartier latin, dans quelle mesure la négritude a été créée, ça donne au fond à la France l'idée de dire que nous ne sommes pas dans une histoire qui a été écrite seulement avec des fils blancs, mais qu'il y a aussi l'histoire de France est cousue de fils noirs. Ah oui, écoute, mais ça, c'est la compagnie créole. Ils ont droit à la compagnie créole à un chapitre dans le bouquin. La compagnie créole a droit à un chapitre. Il y a compagnie créole, il y a Cassave. Ce sont des cultures musicales qui ont, en quelque sorte, secoué toute la France, qui ont secoué l'Europe et qui ont secoué l'Afrique. Le premier concert de Cassave que j'avais vu, c'était au Congo-Brazzaville. Ils étaient venus jouer dans un stade et c'était plein comme s'il s'agissait d'un concert d'un Congolais. Le zouk, dans ce sens, est une sorte de retour des musiques africaines aux musiques insulaires. Mais on pourrait dire aussi, évidemment, la compagnie créole, c'est bon pour le moral. Oui. Ça, le côté quand même, l'Afrique, ça doit nous amener, parce que là, ce sont les Antilles, mais ça doit nous amener finalement, cette négritude-là, une image de joie, de bonheur. Oui, ça doit nous donner une image de joie et de bonheur, mais en même temps, quand on écoutait les chansons de la compagnie créole, au bal masqué, c'est bon pour le moral, c'était en quelque sorte aussi un désir d'exotisme qui existait en Europe et que eux-mêmes, les Antillais, avaient décidé aussi de vendre, voire de survendre sur l'aspect commercial.
Mais en même temps, les gens oublient que la compagnie créole était parmi les plus grands groupes français quand ils se déplaçaient à l'école. Oui, alors il y a un artiste, on va dire tout simplement, c'est Yannick Noah, parce que là, il y est évidemment, parce que lui, d'abord, c'est le tennis. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il gagne ces incroyables moments? Moi, je pense que Yannick Noah est un sujet particulier, puisque déjà dans le film que nous avions fait avec Aurélia Perriot, qui s'appelait Noir en France, il y avait tout un passage sur Yannick Noah. Évidemment, son Roland-Garros des années 80 reste aujourd'hui inégalé. C'est quand même un fils qui vient d'un parent camerounais et d'une mère française. Donc il y a cette sorte de France noire qui a en réalité écrit l'histoire de France, mais qui ne sont pas forcément dans les manuels d'histoire aujourd'hui. Et alors, il chante Saga Africa sur le cours de Roland-Garros. Écoutez, cette chanson-là, c'était quand même incroyable. Hein. Mouvement à gauche, roulement de pécos, direction à l'eau. Alors, il y a dans ce bouquin, il y a les Zoulous, il y a Champagné, il y a Arthur Rimbaud, il y a la pub Banania. Il y a tout ça. Hein. Tout ça, parce qu'il fallait aussi rappeler l'Europe, comment elle percevait le noir. Quand vous voyez la pub sur Yabon Banania, le Banania, la caricature qui a été inventée pratiquement vers le 18e siècle, dans lequel on essayait de pratiquement passer en dérision, hein, une dérision qui est liée au sourire. Souvenez-vous que Léopold Sédar Senghor, quand il avait écrit un de ses poèmes, il avait dit qu'il déchirerait tous les sourires bananiens sur les murs de France. Parce que vous avez quelqu'un qui a sauvé en quelque sorte la France, vous avez quelqu'un qui a les aspects peut-être d'un tirailleur dans ce sens, et à la fin, ce qu'on prend de lui, c'est le côté débonnaire. Cette image montrait que on nous considérait comme des gens forcément naïfs et que, quels que soient les problèmes que nous avions, la large banane était toujours là. Mais il ne faut pas effacer cela parce que l'histoire doit être lue et quand on dit, Alain, il ne faut pas l'effacer, il y en a beaucoup qui considèrent le wokisme, on va dire, que tout ça, il faut l'interdire, qu'il faut changer les titres des livres d'Agatha Christie. Oui, mais je pense que c'est pratiquement délicat de le faire dans ce sens. Prenez l'exemple d'un livre qui s'appelle Batouala de René Maran, donc auteur noir guyanais, martiniquais dans les deux. Et il avait publié en 1921 le roman Batouala. Et il était le premier noir à remporter le prix Goncourt. 1921, nous sommes encore dans la colonisation. Nous n'avons pas encore fait la Deuxième Guerre mondiale, mais un noir vient remporter le prix Goncourt. Dans son livre Batouala, le sous-titre, c'était « Véritable roman nègre ». Oui. Mais maintenant, donc ce mot, il faut... il y a 2 ans... C'est le mot de Césaire. Mais le pire, c'est qu'il y a 2 ans, Albin Michel a réédité ce livre. Ils ont mis seulement Batouala. Ils ont enlevé le sous-titre « Véritable roman nègre ». Il ne faut pas... Or, il ne faut pas. Pourquoi? Parce que en 1921, les Noirs étaient en train d'imposer leur identité, de rechercher leur identité. Écrire en bas « véritable roman nègre » voulait dire, voilà, jusqu'alors, vous les Européens, vous avez parlé au nom des Africains, voici un véritable roman écrit par un Noir. Si vous enlevez ça, vous enlevez l'histoire littéraire. Il ne faut pas systématiquement... Il ne faut pas systématiquement... Il y a le Rome Negrita. Il y a le Rome Negrita, il y a Tintin au Congo, qu'on avait voulu aussi, il faut changer, etc. Mais comme je l'ai toujours dit, Tintin au Congo, pour nous, ça nous faisait plus ricaner, parce que les gens qui étaient là ne nous ressemblaient pas, qui criaient Bouana à tout moment, avec des lèvres démesurées. Mais les têtes de nègre, les pâtisseries de têtes de nègre... Tout cela... Ça aussi, c'est dans le bouquin. C'est dans le bouquin. On donne les origines, pourquoi les gens ont dû changer, pourquoi ça s'appelait comme ceci, comme cela. Donc les têtes de nègre... C'est bien quand même là, parfois de changer les noms comme ça. Je ne suis pas sûr que le changement de nom soit la panacée pour pouvoir guérir les maux de la société actuellement. Ce n'est pas parce que vous cessez d'appeler quelqu'un de noir et que vous dites Renoir ou que vous êtes homme de couleur, et on nous appelait homme de couleur, alors que tout le monde
est censé avoir la couleur. Pourquoi seulement le noir qui va être un homme de couleur? Le blanc est un homme de couleur. Mais on ne dit plus les noirs, on dit plutôt les blacks d'ailleurs. On a mis un mot anglais à la place. On a mis un mot anglais à la place, les blacks à la place, parce qu'on s'est dit, on n'a pas la responsabilité du vocabulaire. S'il était en français, eh bien, ce vocabulaire sonnerait fort. Ouais, il y a une personnalité incroyable, c'est Joséphine Baker. Au Panthéon, celle qui chantait la petite tonkinoise. Oui, tout à fait. Elle est symbolique de quand même quelque chose d'extrêmement fort, Alain. Ah oui, mais c'est quelque chose d'extrêmement fort. Ça faisait plaisir de voir que Joséphine Baker rentrait au Panthéon, mais en même temps, elle n'était pas la première noire à y entrer, puisqu'il y avait déjà le gouverneur des colonies, Félix Éboué, qui était rentré là-bas. Donc nous, on avait toujours pensé que l'entrée de Félix Éboué, puis l'entrée tardive de Joséphine Baker, entraînerait sans doute l'entrée d'Aimé Césaire. Aimé Césaire est entré au Panthéon, mais son corps n'est pas au Panthéon, ou ses cendres ne sont pas au Panthéon. La famille avait désiré laisser les cendres en Martinique. Donc, Senghor est rentré, Aimé Césaire, Aimé Césaire est rentré au Panthéon à titre symbolique. Voilà. Oui. C'est important, on entend cette voix de Joséphine. Voilà. On se dit, il y a encore du travail aujourd'hui. Parce que là, on parle aussi, il y a des personnalités, Christiane Taubira, Daniel Obono, qui sont dans le bouquin. Qui sont dans le bouquin. C'est pour ça que c'est un livre à la fois populaire et accessible. On ne voulait pas s'adresser simplement aux intellectuels. Nous voulions élargir notre notion aux lecteurs moyens, c'est-à-dire ceux qui peuvent lire tout et lire comme si c'était un roman. Vous voyez, on est teinté d'humour, on met les chansons comme Les Temps des colonies. On va l'entendre. Il y a Michel Leb à un moment donné, parce qu'il imitait l'Africain. C'était un blanc qui imitait l'Africain. Et ça lui a été reproché posteriori, parce qu'au départ, ça a eu beaucoup de succès. Michel Sardou, ça viendra après. On parle de Michel Leb, là, pour l'instant. Temps des colonies, voilà. Donc, je pense que c'est aussi par le biais du musical. On a vu tout à l'heure les images peut-être de Joséphine Baker. C'était pas loin des images de Banania. À côté, il y avait un noir avec Elle mettait des bananes d'ailleurs tout autour en ceinture. Et nous, ce qui était d'ailleurs extraordinaire, c'est que pour mettre les chansons dans notre livre, il fallait que nous demandions la permission aux artistes. Et Michel Sardou était le seul qui avait refusé qu'on reproduise son texte « Les Temps de colonie ». C'est dommage. Voilà. Mais donc, du coup, au lieu qu'on reproduise le texte, on a expliqué le texte et on a pris la quantité nécessaire qui est permise pour la citation. Tiens, on va l'écouter justement, parce qu'il n'y a pas le texte, écoutez les paroles. Qui mouraient tous pour la patrie, au temps béni des colonies. Autrefois à Colombéchat, j'avais plein de serviteurs noirs et 4 filles dans mon lit, au temps béni des colonies. Alors là, j'ai envie de m'adresser à Alain. Là. Est-ce vous pourriez chanter cette chanson, Alain, ou est-ce que c'est impossible? Nous, on a chanté cette chanson parce qu'on était inconscient des enjeux historiques. On ne savait pas qu'à l'intérieur se jouait un paternalisme colonial. Parce que quand on dit qu'il était beau le temps des colonies, etc., on a 4 filles dans son lit, des tirailleurs sénégalais, des Noirs qui font ceci. Donc le langage était direct et c'était peut-être aussi le moment, je pense que si Sardou avait accepté qu'on mette tous les textes, on aurait mis ça dans le contexte de la chanson à cette époque-là. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on se demande est-ce que l'homme ou les gens de cette époque-là qui sont encore vivants ont changé de conception vis-à-vis de l'Afrique. C'est pour cela que notre France Noire est un livre utile. Oui, un livre très utile, Alain. C'est vrai que c'est un chant d'amour. Et c'est écrit dans le bouquin. C'est un chant d'amour aux cultures de notre patrie, à ses habitants, dites-vous, à son indéniable expérience et qu'elle donne au reste du monde. Et ça, au fond, dire qu'il y a une France noire, c'est aussi un message d'amour pour tout le monde, pour toute la France. Oui, il y a un message d'amour, mais je pense que quand beaucoup vont lire ce livre, même les Français vont se rendre compte que lorsque nous disons notre France noire, en fait, les Blancs sont à l'intérieur.
il y a aussi les Blancs qui ont concouru. On voit d'ailleurs, il y a un Blanc, là, c'est Pascal Blanchard. Sur la couverture. Oui. Mais les gens oublient que dedans, nous avons parlé de Rimbaud, Gide, Théodore Monod. Prenez l'exemple au moment même de l'arrivée du mouvement de la négritude dans les années 30. C'est-à-dire le mouvement de la négritude, c'est le mouvement qui consistait à exalter les civilisations africaines, à dire que nous n'étions pas les derniers de la classe. Donc quand vous voyez Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire et Léon Gontran Damas, c'est un Sénégalais, un Martiniquais et un Guyanais qui se retrouvent au lycée en France et qui vont former la conscience noire. Mais dans leur conscience noire, ils sont aussi appuyés par les intellectuels de leur époque, par exemple Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Théodore Monod, Michel Léris, qui sont des Blancs. Picasso, qui va faire même la couverture d'un des recueils, je pense, d'Aimé Césaire, le cahier d'un retour au pays natal, il y avait un truc de Picasso, et le Guyanais, lui, il avait eu le concours, la préface même de Raymond Desnos, comme ça là, pour donner la tonalité extraordinaire de ce mouvement. Donc l'histoire de la France noire, c'est en fait l'histoire de France qu'on voudrait réviser et dire « vous avez omis ici, 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 ici et là ». Et ça nous a pris 600 pages pour le faire. Oui, mais c'est un message aussi contre le racisme et aussi pour la reconnaissance de ce que cette France noire a apporté à la France, à son histoire. Bien sûr. Voilà. Non seulement il y a ça, c'est aussi dire que, par exemple, on a eu à l'époque ce qu'on appelait la police des Noirs au temps de l'esclavage. C'est-à-dire quand vous étiez même dans les colonies, vous étiez interdit de ramener des Noirs en France. Si vous rameniez des Noirs en France, il fallait vous enregistrer, on devait savoir lequel, vous n'en avez droit qu'à un ou deux, et vous devez dire ils sont à tel endroit, etc., etc. Mais quand vous rentrez en France, on prenait ces Noirs, on les mettait dans une sorte de camp dans lequel ils attendaient pour qu'ils ne se mélangent pas à la population blanche. Et le jour où le blanc va retourner dans les colonies, on allait libérer les Noirs pour qu'ils retournent avec son esclave en quelque sorte. Donc la police des Noirs, c'était aussi la crainte de cette époque-là, de la France, d'avoir une population qui risquerait de se métisser, ou en même temps aussi, ils étaient incompatibles avec leurs principes. L'esclavage, ils disaient que c'est ignoble, on l'a aboli, etc. Mais vous avez quand même des Noirs que vous ramenez comme serviteurs et boys. Oui, ce qui est incroyable dans ce livre, c'est qu'il y a à la fois il y a Lilian Thuram, il y a Henri Salvador, il y a le bonheur, il y a ces échanges incroyables. Et puis il y a aussi les zoos humains qui ont eu lieu en France. Il y a aussi cette histoire tragique et qui l'est encore quelque part tragique au fond. Ça passe par là, Alain Mabanckou. Ça passe par là, parce que quand vous prenez la tragédie de l'histoire, vous vous dites qu'ont fait les tirailleurs sénégalais, pourquoi les tirailleurs du camp Tiaroy ont été en quelque sorte massacrés par l'armée française, pourquoi à ce moment-là on ne reconnaît pas cette valeur. Eh bien, nous sommes dans la relecture de l'histoire. Si aujourd'hui on peut former une sorte de fraternité, eh bien, il faut qu'on comprenne que les Noirs ne sont pas des serviteurs destinés à porter les valises de l'histoire. Nous sommes aussi des acteurs et des actrices. Nous avons mis en avant nos cultures par la présence des femmes comme les sœurs Nardal de la Martinique qui ont impulsé le mouvement de la négritude, par la présence de Miles Davis, de Richard White, de James Baldwin, qui tous avaient fui la ségrégation raciale des États-Unis à l'époque de la Renaissance d'Harlem pour venir nous donner peut-être ce qu'il y avait de mieux dans la production afro-américaine. C'est dire, au fond, oui, elle est noire. Elle est noire pas comme une couleur de peau, mais comme une culture, une communauté. On fait beaucoup de ce qu'est la France. Je pense que ça, on le sait pratiquement. On en est conscient de plus en plus. Mais c'est parce que l'histoire n'a pas été enseignée. Et puisque nous voulons tous participer dans ce débat,
nous avions commencé au départ avec Abdourahmane Ouaberi à publier le dictionnaire des cultures africaines. Donc là, on avait tout, le gombo, le foufou, tout ça, la sape, tout ce qui entourait cela. Mais dans ce livre, c'est vraiment présenter les acteurs, les lieux, les événements, les chansons, tout ce qui a formé en réalité l'identité française qui est aujourd'hui. La France a partout sur ses murs les traces des mains noires. Oui, magnifique, Alain Mabanckou. Ce qui est extraordinaire aussi par le biais du dictionnaire, c'est qu'il n'y a pas une chose qui compte plus qu'une autre. C'est des lettres comme ça qui font rentrer des idées, des mots. Oui. Et qu'au final, c'est tout ce patchwork qui donne au fond une réalité tellement diverse et aussi tellement riche et en vie. Et c'est ce qui faisait le bonheur pour nous de travailler dans ce livre, tous les trois, Pascal Blanchard, Abdourahmane Ouaberi et moi, c'est qu'on découvrait des choses. On se disait, ah ben tiens, à cette époque-là, il y avait une école coloniale en France. On amenait les intellectuels africains pour venir étudier à cette école coloniale en France et repartir être des fonctionnaires coloniaux en Afrique. Et ça a créé plus tard cette école coloniale, tout le monde y est passé. Les gens comme le Bernard Dadier de la Côte d'Ivoire, beaucoup de présidents africains de l'époque sont passés par l'école coloniale qui se trouvait à Paris, où on leur montrait comment diriger un État, comment administrer les choses, etc. Et ça, ce n'est jamais dans les livres d'histoire. Ça passe comme ça. Et quand vous passez devant le bâtiment de l'école coloniale, vous vous dites que je pense que peut-être les Césaire, les Senghor passaient devant, venaient faire des conférences, ou alors peut-être qu'un tel président, un tel ministre était un des élèves de cette école. Mais encore des barrières, encore des obstacles à franchir pour que cette France noire-là ait toute sa place. Je pense qu'il y a un message positif. C'est pour ça que ce livre n'est pas un livre dans lequel nous cherchons à jouer les militants. Non, moi je n'ai jamais été quelqu'un favorable à hausser le ton, mais je convainc les gens par la matérialité des faits. Si je dis quelque chose, je dois le prouver. Et si j'illustre quelque chose, je dois le prouver de façon limpide pour que ça ne soit pas réservé à ceux qui utilisent souvent la langue française pour embobiner ou bien laver le cerveau de leurs auditeurs et leurs auditrices. Oui, mais quand même, il a fallu se battre. Tous ces gens ont dû se battre, plus que les autres peut-être. Voilà, il a fallu se battre. C'est pour ça que la figure du combattant, la figure du serviteur de l'État, que ce soit les Diagne qui avaient été chargés par la France d'aller recruter les Noirs pour venir dans les forces noires en France et faire la guerre, etc., etc. On s'est battu par les courants, par peut-être le refus des exactions et des injustices qui se faisaient. Maintenant, il faut regarder l'horizon et puis exiger que la place vraiment de ceux qui ont fait la France et qui viennent du continent africain ou qui ont des racines africaines, cette place-là doit être reconnue, sinon il n'y aura jamais de la sérénité dans les débats en France. Merci Alain, merci Alain Mabanckou, avec Pascal Blanchard et Abderrahmane Ouaberi, Notre France noire de A à Z chez Fayard. C'est un livre absolument incroyable, passionnant, qui donne envie d'aller encore plus loin, foisonnant. Merci Alain d'avoir été avec nous. Merci.